fait un froid glacial à Paris ce jour-là. Et les hauts dignitaires rassemblés sous la nef de Notre-Dame ont bien du mal à se réchauffer, tandis que retentit un tédéum chanté par des centaines de choristes. L'événement qu'on célèbre est d'importance. En ce 2 décembre 1804, Napoléon va être sacré empereur des Français. Quel chemin parcouru par le petit officier corse jusqu'à ce couronnement qui fait de lui l'égal des Césars. Napoléon n'est point grand par ses paroles, par ses discours, par ses écrits, par l'amour de la liberté qu'il n'a jamais eue et n'a jamais prétendu établir. Il est grand surtout pour être né de lui seul, il est grand pour avoir abattu tous les rois, ses opposants, pour avoir défait toutes les armées, quelle qu'ait été leur valeur, pour avoir rempli 10 années de tels prodiges qu'on a peine aujourd'hui à les comprendre. Chateaubriand, Mémoire d'outre-tombe. Et lorsqu'il devra abdiquer, ce prince des victoires saura bâtir sur la défaite et l'exil son incomparable légende. Pour l'heure, devant la foule qui se presse, il monte seul les marches de l'autel et se saisit de la couronne. J'ai trouvé une couronne dans le ruisseau, j'ai essuyé la boue qui la couvrait et l'ai mise sur ma tête. Napoléon, cité par Stendhal. Qu'est-ce que Napoléon? C'est une main dans le gilet, c'est un chapeau assez bizarre. Si vous mettez ce chapeau, si vous mettez la main dans le gilet, que ce soit au Japon, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, on dira Napoléon. Il s'en est fallu de peu que Napoléon ne naisse pas français. En 1768, Gênes cède ses droits sur la Corse à la France, entraînant une rébellion qui ne prendra fin qu'à la bataille de Ponte Novo le 8 mai 1769. Napoléon naîtra 3 mois plus tard. Je naquis quand la patrie périssait. 30 000 Français vomis sur nos côtes, noyant le trône de la liberté dans des flots de sang. Tel fut le spectacle odieux qui vint le premier frapper mes regards. Les cris du mourant, les gémissements de l'opprimé, les larmes du désespoir environnèrent mon berceau dès ma naissance. Lettre de Bonaparte à Paoli, le 12 juin 1789. Conquise successivement par les Romains, les Sarrasins, les Génois, la Corse a sans cesse été occupée, mais jamais soumise. Parmi les patriotes qui se sont révoltés contre l'envahisseur français et qui ont pris le maquis, figurent les parents de Napoléon, Charles et Laetitia Bonaparte. Mais Charles comprend très vite que la partie est perdue. Il se fait élire à l'Assemblée de Corse, mise en place par les Français. Jamais je ne pardonnerai à mon père d'avoir concouru à la réunion de la Corse à la France. Napoléon cité par Bourrienne. Par contre, Laetitia a toutes les qualités à ses yeux. Comme mère, dira-t-il, elle n'avait pas d'égal. Elle a d'ailleurs eu l'occasion de le prouver, 12 grossesses et 8 enfants qui siégeront sur différents trônes d'Europe. La mère, quel homme, disait Napoléon. Elle a une tête d'homme sur un corps de femme. On la vit affronter les dangers de la guerre et partager toutes les fatigues des rebelles dont les mouvements avaient lieu sur les montagnes les plus sauvages et au milieu de rochers escarpés. Stendhal. Comme tous les Corses de bonne famille, les Bonaparte ont une maison en ville et une à la campagne. Ils ne sont pas riches pour autant, avec tous ces enfants à élever et à qui il faudra trouver une position. Bref, les Bonaparte n'ont d'autre solution que de quitter l'île. Charles, fort de sa qualité de député de l'Assemblée de Corse, décide de se rendre en visite à Versailles. On n'a rien vu quand on n'a pas vu la pompe de Versailles. Louis XIV était toujours là. Chateaubriand. La dorure des lambris, embrasée par les rayons d'un soleil ardent, formait une espèce d'auréole sur la tête des souverains et de leurs enfants.
La reine avait une passion, celle de la mode. Être la jolie femme la plus à la mode lui paraissait le titre le plus désirable. Mémoire de la comtesse de Boigne. Comment ce petit nobliau de Charles n'aurait-il pas été ébloui par le cérémonial de la cour? En tout cas, il obtient pour son deuxième fils ce qu'il est venu chercher, une bourse d'études. À l'automne 1778, Napoléon Bonaparte met pour la première fois le pied en France. À 9 ans, le jeune boursier va intégrer le collège de Brienne, en Champagne. Il y passera 5 ans, enfermé entre ces murs tristes, sans congé ni visite des siens. Bonaparte était en général peu aimé de ses condisciples. Il les fréquentait peu et prenait rarement part à leurs jeux. Dès qu'arrivait le moment de la récréation, il courait à la bibliothèque, où il lisait avec avidité les livres d'histoire, surtout Polybe et Plutarque. Mémoire de Bourrienne. Il se sent corse. Et il est entouré à Brienne d'élèves qui sont des enfants de l'aristocratie française et qui n'ont rien de commun avec ce petit étranger. Donc, lui, qui est un être fier, orgueilleux, est mal reçu et donc il va s'isoler, il va se mettre à part. Enfermé, solitaire, Napoléon n'en est pas moins un bon élève. Et en 1784, il a 15 ans, il est admis à l'école royale militaire à Paris. Inauguré quelques années plus tôt, cet établissement accueille les meilleurs élèves des 12 collèges militaires de province, tels que Brienne. Les jeunes nobles, souvent désargentés, qui y sont admis, sont destinés à former les cadres de l'armée royale, au même titre que les fils de grandes familles. Et cela se manifeste dans le traitement qui leur est accordé. Nous étions magnifiquement nourris et servis, traités en tout comme des officiers à la tête d'une grande fortune. Bonaparte a un ami. Le jeune Bonaparte est toujours aussi ombrageux et solitaire, mais ses talents évidents n'échapperont pas à certains de ses professeurs. Ce jeune homme ira loin s'il est favorisé par les circonstances. Un professeur de l'école militaire cité par Stendhal. À peine âgé de 16 ans, le voilà sous-lieutenant affecté à un régiment d'artillerie, l'arme d'élite de l'armée française. Il n'y a pas de meilleure façon de commencer une carrière militaire et de découvrir le métier de soldat. Il apprend à fondre des canons, à façonner des affûts d'artillerie, à remplacer n'importe quel artilleur. Très vite, on va s'apercevoir que sur le terrain, c'est un officier très efficace. En même temps que ses travaux pratiques, il y a également de solides et éclectiques lectures. Il lit beaucoup d'histoire, beaucoup de mémoire militaire, du droit. Il lit un peu de science. Il a été très frappé par la lecture de Rousseau et donc par la philosophie du siècle des Lumières. La liberté, l'égalité et la suppression des privilèges. Il est en train, à ce moment-là, vraiment de se découvrir lui-même. Mais pour un petit officier corse, qu'est-ce qu'égalité veut dire? Avenir, réussite, ascension sociale, ce ne sont que des mots à cette époque-là. Les postes supérieurs sont réservés aux grands nobles, aux princes du sang, aux nobles de haute famille, alors que Napoléon vient d'une petite noblesse, d'une petite famille finalement, d'une noblesse pauvre. Puisque la carrière militaire ne peut lui offrir de quoi satisfaire ses vastes ambitions, il décide d'écrire. Il deviendra célèbre grâce à sa plume.
Il en voulait beaucoup à ce système politique de le condamner à rêver. Il ne pouvait que rêver à un destin, il ne pouvait qu'écrire des romans. Il aurait voulu que ces romans deviennent sa vie, et ce n'était pas possible dans le système ancien. Il reste de ses écrits quelques essais historiques, dont une histoire de Corse et des ébauches de romans et de contes. Il se sait, il se pense, il se croit capable de grandes choses, appelé peut-être à un grand destin. Mais comment le croire dans la situation où il se trouve à l'heure actuelle? Il s'ennuie à mourir. Il s'ennuie à mourir. Toujours seul au milieu des hommes, je rentre pour rêver avec moi-même et me livrer à toute la vivacité de ma mélancolie. Que faire en ce monde? Puisque je dois mourir, ne vaut-il pas autant se tuer? La vie m'est à charge parce que je ne goûte aucun plaisir et que tout est peine pour moi. Lettre de Bonaparte, citée par Chateaubriand. La Révolution va se charger de dissiper cette mélancolie. Une lumière dans les esprits, et dans chaque cœur une voix. Va, et tu prendras la Bastille. Cela était impossible, insensé, étrange à dire, et tous le crurent néanmoins, et cela se fit. Michelet, Histoire de la Révolution. Bientôt, l'Assemblée nationale vibre à l'unisson de Paris. Dans la nuit du 4 août, les privilèges de la noblesse et du clergé sont abolis. Rien n'arrêtera plus la marche de la Révolution. Mais qu'en est-il de Bonaparte? Il sert dans une garnison de province à Auxonne et ne jouera aucun rôle actif. On peut en aucun cas faire de Bonaparte un révolutionnaire avant le début de la Révolution. Mais Bonaparte accueille la Révolution comme une bonne nouvelle. C'est presque quelque chose qui, je dirais, a une portée presque religieuse pour lui, au sens où tout d'un coup, il sent bien que la Révolution va ouvrir la société française. L'abolition des privilèges, le fait que la société française ne va plus connaître ces hiérarchies, toutes ces cascades de mépris et dont a beaucoup souffert le jeune Napoléon dans sa jeunesse. Bonaparte était un jeune homme de son temps et avoir 20 ans en 1789, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ça marque aussi bien une destinée individuelle qu'une destinée collective. À l'été 92, on le retrouve à Paris en permission. Les débordements révolutionnaires, le pillage des Tuileries, ce monarque que la populace a forcé à coiffer le bonnet rouge, tout ce désordre l'insupporte. Comment a-t-on laissé entrer cette canaille? Il fallait en balayer 400 ou 500 avec du canon et le reste courrait encore. Bonaparte à Bourrienne. Mais le mouvement s'amplifie, la monarchie est renversée, le roi emprisonné, la République proclamée. Napoléon va, à ce moment-là, faire partie de ce monde nouveau. Il cherche à jouer un rôle. Alors il commence par un pays qu'il connaît bien, un terrain qui lui est familier, donc il commence par la Corse. Bonaparte a demandé un congé sans solde pour se rendre en Corse, désormais reconnue comme une partie de la République une et indivisible, et jouissant des mêmes droits que les autres départements. Il est enrôlé dans la garde nationale avec le grade de capitaine, et il se livre bientôt avec passion au jeu subtil de la politique locale. Une vie politique toujours dominée par Pascal Paoli, le patriote intransigeant qui fut le héros de Bonaparte enfant. Bonaparte continue à l'admirer et rêve de partager avec lui le pouvoir sur l'île. Il va être doublement déçu. D'abord parce que Paoli n'a pas pour lui la même admiration, loin de là. Il le traite de ragazzino inesperto, un garçonnet sans expérience. Il le trouve trop ambitieux et trop francophile.
De plus, ils n'ont plus du tout les mêmes idées politiques. Bonaparte and Paoli are on totally different wavelengths. Les deux hommes étaient sur des longueurs d'onde totalement différentes. Paoli continuait de rêver à une Corse indépendante, tandis que Bonaparte se sentait tout à fait à l'aise dans une Corse faisant partie de la France révolutionnaire. Bonaparte prend la tête d'une faction opposée à Paoli, un antagonisme politique naturellement aggravé par les rivalités de clans. Dans cet affrontement, les hommes de Paoli auront vite le dessus. La demeure familiale de Bonaparte est pillée et lui-même forcé à prendre le maquis. L'Assemblée de Corse décrète Bonaparte et les siens traîtres à la patrie et à jamais honnis. À partir du moment où il y a cette cassure, cette coupure avec la Corse de Paoli, il est français, il se veut français, il est français. Le 10 juin 1993, un Napoléon déçu et amer, mais en même temps fortifié par l'épreuve, s'embarque clandestinement pour la France. Il est accompagné de sa mère devenue veuve, ainsi que de 6 de ses frères et sœurs. À leur arrivée en France, ils trouvent un pays au bord de la guerre civile. Louis XVI a été guillotiné le 21 janvier 1793, une exécution qui sera suivie de celle de la reine et de milliers de ci-devant. La patrie est en danger, proclame Robespierre, qui par ses discours à la Convention et au Club des Jacobins radicalise le mouvement révolutionnaire et impose la terreur. Au bord de la guerre civile, la France est en outre menacée à ses frontières par une coalition de la quasi-totalité de l'Europe. L'Autriche, l'Espagne, la Prusse, l'Angleterre se sont jurés de mettre un terme à cette république. À son retour de Corse, Bonaparte a réintégré l'armée. Capitaine d'artillerie, il est nommé à Toulon, qui s'est révolté contre la Convention et a ouvert sa rade et son port à la flotte anglaise. Pour les en déloger, le jeune artilleur propose un plan très simple, s'emparer des forts qui commandent la rade pour forcer la flotte anglaise à fuir. Ses supérieurs refusent de l'écouter. Les généraux à Toulon étaient totalement incompétents. Heureusement, un général compétent a écouté le plan de Napoléon et a dit « bien sûr ». Ce général compétent, c'est Dugommier. C'est au talent et à l'ardeur du commandant de l'artillerie que je dois les savantes combinaisons qui ont assuré notre succès. Général Dugommier, commandant le siège de Toulon. La flotte anglaise quitte la rade précipitamment et Toulon est libéré. Récompenser et avancer ce jeune homme, car si on était ingrat envers lui, il s'avancerait tout seul. Lettre de Dugommier au comité de salut public. L'histoire de Toulon est importante dans l'histoire de Bonaparte parce que c'est là où tout a commencé, mais il faut dire que le rôle de Bonaparte à Toulon a été un rôle très banal. Un bon officier aurait fait la même chose. Mais c'est tombé sur Bonaparte et par conséquent, ça l'a fait connaître. Mais la République est toujours en danger, à l'intérieur comme aux frontières. Face au chaos, la Convention est fort occupée à se dévorer elle-même, envoyant à la guillotine les membres des factions qui siègent en son sein. La machine s'emballe. Robespierre agit de plus en plus en maître absolu et aggrave la terreur par la loi du 22 prairial. Bonaparte, membre de la faction jacobine, écrit un dialogue pour soutenir Robespierre. Comme lui, il hait le désordre, la pagaille. Bonaparte est essentiellement un homme d'ordre.
Pour lui, l'ordre doit servir les idéaux. C'est exactement l'idée de Robespierre. Il faut suspendre les libertés au nom de la liberté. Pour sauver la liberté, pour sauver la République, on va suspendre les libertés individuelles, les libertés particulières. La corde a été trop tendue, elle va rompre. Le 9 Thermidor, une coalition de la peur, renverse Robespierre et ses amis. Leur tour est venu de monter sur l'échafaud. Un an plus tard, au printemps 1795, on retrouve Bonaparte à Paris. C'est un jeune homme curieux et désargenté qui observe le spectacle de la capitale. Le luxe, le plaisir et les arts reprennent ici de manière étonnante. Les élégants reparaissent, ou plutôt, ils ne se souviennent plus que comme d'un long songe qu'ils aient jamais cessé de briller. Tout est entassé dans ce pays pour distraire et rendre la vie agréable. Les femmes sont partout, au spectacle, aux promenades, aux bibliothèques. Ici seulement, de tous les lieux de la terre, elles méritent de tenir le gouvernail. Aussi les hommes en sont-ils fous? Ne pensent-ils qu'à elles et ne vivent-ils que par et pour elles? Lettre à Joseph Bonaparte. Bonaparte fréquente les salons où brillent toutes ces femmes. Mais elles ne s'aperçoivent pas de sa présence. Il n'est qu'un militaire sans grand avenir, parmi tant d'autres. C'était bien l'être le plus maigre et le plus singulier que de ma vie j'eusse rencontré. Suivant la mode du temps, il portait des oreilles de chien, immenses et qui descendaient jusque sur les épaules. La mise de Bonaparte n'était pas faite pour rassurer. La redingote qu'il portait était tellement râpée, il avait l'air si minable que j'eus peine à croire d'abord que cet homme fût un général. Bonaparte était au comble du malheur. Il fut tiré de cette oisiveté sans espérance, qui choquait si fort son caractère, par Barras, qu'il avait apprécié au siège de Toulon. Ce directeur lui donna le commandement des troupes qui devaient défendre la Convention contre les sections de Paris, le 13 Vendémiaire. Mémoire de la duchesse d'Abrantès. Personne n'avait encore tiré au canon sur la foule parisienne. Lui va le faire. Les laissant approcher jusqu'à voir le premier rang dans le blanc des yeux. Une salve a suffi pour terminer l'affaire. Les victimes, sans doute une centaine de morts. Ce succès qui a sauvé le pouvoir en place voit Bonaparte nommé commandant en chef de l'armée de l'intérieur. À 26 ans, il a sous ses ordres 104 bataillons de la garde nationale. Cette nouvelle position change tout. Il peut s'offrir un équipage, des vêtements à la mode et s'asperger d'eau de Cologne. Sa maladresse avec les femmes n'a pas pour autant disparu, mais il va tomber éperdument amoureux. Elle s'appelle Marie-Joseph Rose de Beauharnais, Rose pour les intimes, sauf pour Bonaparte, qui a choisi de l'appeler Joséphine.
Née à la Martinique, Joséphine est une jolie créole, veuve à 32 ans. Son mari Alexandre est mort guillotiné et mère de 2 enfants. Elle est criblée de dettes, ce qui ne l'empêche pas de fréquenter les salons à la mode et les gens en place. Les manières douces et attrayantes, la nonchalance d'une enfant des îles, Madame de Beauharnais a beaucoup de charme et fait tout avec grâce, y compris de se glisser dans les lits d'inconnus. Bonaparte l'a rencontré chez Barras et il est ébloui. J'étais d'un naturel timide en présence des femmes. Madame de Beauharnais est la première qui m'ait donné une certaine confiance en moi. Pour Bonaparte, Joséphine participe au monde du pouvoir. Elle règne dans les salons et, par ses relations, elle est quelqu'un qui peut lui être utile. Et je crois qu'il est tombé follement amoureux d'elle. Après les visites qu'il lui rend dans sa villa, offerte par Barras, il lui envoie des billets passionnés. 7 heures du matin, je me réveille plein de toi. Ton portrait et le souvenir de l'enivrante soirée d'hier n'ont point laissé de repos à mes sens. Douce et incomparable Joséphine, quel effet bizarre faites-vous sur mon cœur? Tu pars à midi, je te verrai dans 3 heures. En attendant, mio dolce amor, reçois 1 millier de baisers, mais ne m'en donne pas, car il brûle mon sang. Amusée par la fougue de son jeune général, Joséphine a rapidement cédé, et voilà 6 semaines qu'elle est sa maîtresse. Mais de là à l'épouser, le mariage sera célébré le 9 mars 1796. Elle n'était pas vraiment attirée par lui. D'ailleurs, comme elle l'a dit plus tard, pendant longtemps, elle a dû lutter contre une sorte de répulsion à son égard. Il était tellement sérieux, sans aucun sens de l'humour, en plus maigrichon, avec des cheveux pendants et si mal fagotés. Mais elle sait que la beauté passe. La sienne est en train de passer. Déjà, ses dents sont gâtées. Déjà, elle se ride. Ce que Napoléon ne voit pas, mais que les autres voient et qu'elle voit. Si Joséphine a accepté d'épouser Bonaparte, c'est peut-être parce qu'il l'a voulu avec force et qu'elle est indolente. De toute façon, elle ne prend pas ce mariage au sérieux. Et puis, le petit général corse ne sera pas bien gênant. Il doit partir pour l'armée. Leur lune de miel, en effet, n'a duré que 2 jours. Bonaparte a dû rallier l'armée d'Italie, dont Barras lui a donné le commandement, comme cadeau de noces. En face de lui, il va trouver la redoutable armée autrichienne et ses alliés piémontais. Comment va-t-il se comporter, lui qui n'a jamais commandé en chef devant l'ennemi? Tout le monde l'attend avec un peu de moquerie. On se gauche de lui, ce petit général de salon, qui ne doit peut-être son commandement qu'aux grâces largement données de sa femme. Or, il arrive. Et en quelques secondes, les briscards qui sont là, les vétérans, ont compris. Il est le chef. L'armée d'Italie n'est pas dans une situation brillante. Depuis 2 ans, elle piétine, livrant des combats inutiles au pied des Alpes. C'était une armée d'indigents. Le pays en faillite ne pouvait les payer, ni les nourrir, ni les habiller. Il leur fallait pénétrer chez l'ennemi et y trouver ce dont il manquait. Bonaparte va s'adresser à ses troupes et dès sa première proclamation, il trouve le ton juste. Soldats, vous êtes nus, mal nourris. Le gouvernement vous doit beaucoup. Il ne peut rien vous donner. Votre patience, le courage que vous montrez au milieu de ces rochers sont admirables. Mais ils ne vous procurent aucune gloire. Aucun éclat ne rejaillit sur vous. Je veux vous conduire dans les plus fertiles plaines du monde. Vous y trouverez honneur, gloire et richesse. Bonaparte décide d'aller au-devant de l'ennemi malgré son énorme infériorité numérique, 38 000 hommes face à 63 000 Autrichiens et Piémontais.